Salut à tous! Le 29 juillet 2026, des événements majeurs se répercutent dans tout le Moyen-Orient. La veille, vers 22h, heure de l'Est, un Adyxé Thunderbolt 2 est apparu sur la page X du CENTCOM, alors que celui-ci réagissait aux milices mandataires présentes en Irak et contrôlées par l'Iran. Dans la diplomatie moderne, la photo d'un avion sert parfois de carte pour souhaiter « bonne nuit », à ceci près que son destinataire risque fort de ne pas dormir. Le commandement central des États-Unis a placé l'image de l'Adyxé bien en évidence dans son communiqué. Rien ne confirme encore que l'Adyx lui-même a participé à l'attaque, mais des avions de combat ont clairement été déployés. Lorsque le CENTCOM publie une telle image, ce choix est rarement le fruit du hasard. La présence du Warthog dans le communiqué constitue un message direct aux forces mandataires de l'Iran. Une manière très subtile de procéder, un peu comme poser un marteau sur la table, avant de préciser poliment que personne n'a encore parlé d'enfoncer un clou. L'ensemble de la séquence s'est déroulé en 6 heures, à 17h45, heure de l'Est. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a lancé plusieurs missiles balistiques depuis l'Iran contre les forces américaines au Moyen-Orient. Des vidéos provenant de Jordanie montrent plusieurs missiles traversant le ciel avant d'être détruits par des missiles intercepteurs. Certains ont être même été interceptés par la marine américaine avant de pouvoir s'approcher de leur cible. Une mise en scène préparée avec beaucoup de soin, sauf que tous les accessoires ont disparu avant d'atteindre la scène. Le CENTCOM a décrit l'action pour ce qu'elle était. Une attaque surprise délibérée. Tous les missiles ont été interceptés. Aucun n'a traversé les défenses et aucun Américain n'a été blessé. La surprise était bien au rendez-vous, mais l'efficacité semble avoir pris congé. Les États-Unis ont ensuite riposté. Le commandement central des États-Unis et les forces armées saoudiennes ont mené des frappes de précision coordonnées dans l'est de l'Irak contre des milices pro-iraniennes que le corps des gardiens de la révolution islamique avait chargé d'attaquer les forces américaines et les infrastructures énergétiques de l'Arabie Saoudite. Quand un camp envoie des missiles en guise de message, l'autre répond généralement avec une correspondance un peu plus précise. Les avions de combat américains et saoudiens semblent avoir atteint plusieurs installations logistiques et dépôts d'armes appartenant à des organisations terroristes. Les chiffres derrière cette opération sont particulièrement révélateurs. Plus de 30 attaques de drones dirigées par le corps des gardiens de la révolution islamique en seulement 72 heures, sans compter plus de 600 tentatives d'attaque contre des Américains en Irak entre février et avril. Le service de planification semble avoir travaillé avec beaucoup d'ardeur, mais les résultats ont refusé de collaborer avec les tableaux statistiques. Quant aux appareils employés, rien ne confirme encore la participation de l'Adyx. Toutefois, l'image publiée par le CENTCOM constitue un avertissement peu discret aux dirigeants iraniens. Ils viennent d'être placés dans la mire d'une baignoire en titane. Les métaphores militaires peuvent parfois être très poétiques, surtout lorsque l'objet ménager en question transporte un canon de 30 mm. L'Adyxé est équipé du canon GU-8 Avenger et peut patrouiller plus longtemps que presque tout autre appareil en service. À ses côtés se trouve l'aviation royale saoudienne qui exploite les versions F-15S et F, un 5SA extrêmement moderne, aux côtés des forces américaines en Irak. Il s'agit d'une évolution très importante. Une rencontre aérienne dont la liste des invités suffirait à convaincre n'importe quel dépôt d'armes de fermer plus tôt. Le président Zelensky s'est également rendu dans le bureau ovale, puis a rencontré des représentants de Lockheed Martin. L'Iran a voulu afficher sa fermeté en lançant des missiles balistiques, mais une force véritablement redoutable est ensuite apparue sans avoir besoin de longs discours. Le son caractéristique brut de l'Adyx suffisait à transmettre le message. Un discours très court, sans tribune, mais entendu avec une remarquable clarté. Le CENTCOM a publié 2 déclarations à quelques heures d'intervalle, ce qui permet de comprendre précisément la chronologie des événements. Dans sa première déclaration, le CENTCOM a confirmé qu'à 17h45, heure de l'Est, le corps des gardiens de la révolution islamique avait lancé plusieurs missiles balistiques depuis l'Iran dans le cadre d'une attaque surprise contre des forces américaines stationnées au Moyen-Orient. Tous les missiles iraniens ont été interceptés avec succès et les forces américaines ont maintenu un niveau élevé de vigilance et de préparation au combat.
L'expression attaque surprise semble assez impressionnante jusqu'à ce que le reste du communiqué précise que rien n'est arrivé à destination. Un responsable américain a également indiqué au Jerusalem Post qu'au moins 4 missiles balistiques avaient été tirés en direction de bases américaines situées en Jordanie. L'incident a été décrit comme une attaque majeure. Avant le lancement des missiles, le négociateur iranien Sayed Mohammad Marandi avait publiquement déclaré que l'Iran était pleinement prêt à mener une guerre totale. Après cette déclaration, les missiles ont été tirés et la réaction militaire a suivi. Les déclarations grandiloquentes sont toujours gratuites. La facture de la suite l'est rarement. L'Iran a également affirmé qu'il ne négocierait absolument pas au sujet du détroit d'Ormuz. Autrement dit, l'Iran se dit prêt à négocier tout en refusant de discuter du sujet le plus important. Cette attitude ressemble à une stratégie de diversion et de manipulation des perceptions. Une manière d'ouvrir la porte au dialogue tout en prenant soin de verrouiller la seule pièce où se trouve le véritable sujet de discussion. Après la destruction en vol des missiles balistiques par la marine américaine, l'armée américaine et les unités chargées des systèmes d'interception, le rôle des militaires ayant directement exécuté la mission et des ingénieurs ayant conçu les missiles intercepteurs est devenu encore plus évident. Réussir à intercepter une attaque de cette ampleur exige un niveau très élevé de maîtrise technique et de réactivité. Le CENTCOM a ensuite annoncé que le commandement central des États-Unis et les forces armées saoudiennes avaient mené, le 28 juillet, des frappes de précision en Irak contre des terroristes pro-iraniens que le corps des gardiens de la révolution islamique avait chargé d'attaquer les forces américaines et les infrastructures saoudiennes. Une réponse formulée dans un langage que les dépôts logistiques comprennent très rapidement. Les avions de chasse et d'attaque américains et saoudiens ont atteint plusieurs installations logistiques et dépôts d'armes terroristes dans l'est de l'Irak. Cette opération constituait une réponse ferme à plus de 30 attaques de drones dirigées par le corps des gardiens de la révolution islamique en 72 heures. Les attaques non provoquées contre les forces américaines ont toutes échoué, 30 tentatives sans atteindre l'objectif, une manière particulièrement coûteuse de démontrer sa persévérance. Le CENTCOM a également lancé un avertissement clair. Le corps des gardiens de la révolution islamique et ses forces terroristes mandataires doivent mettre fin à ces attaques s'ils veulent éviter de nouvelles ripostes militaires américaines. C'est la version diplomatique de la phrase « ne nous obligez pas à le répéter », à ceci près que la répétition a des ailes. Le CENTCOM n'a pas nommé précisément les milices visées, n'a pas communiqué de lieu plus précis que l'aide de l'Irak et n'a pas encore révélé l'ampleur des dommages. Il a toutefois publié un chiffre qui permet de replacer toute la situation dans son contexte. Entre février et avril, les milices pro-iraniennes ont mené plus de 600 tentatives d'attaque contre des citoyens et des installations américaines, rien qu'en Irak. 600 tentatives constituent un dossier bien épais pour une stratégie qui cherche encore son premier succès vraiment notable. Du côté saoudien, le major général Turki al-Maliki a confirmé que les défenses aériennes du pays avaient intercepté et détruit plusieurs drones lancés depuis le territoire irakien contre des installations pétrolières de la province orientale, près de Riyad. Les types d'appareils dont le CENTCOM a choisi de publier les images, ainsi que les moyens que l'Arabie saoudite pourrait avoir engagés, constituent une dimension importante de l'opération. Le Fairchild Republic ADIX Thunderbolt II a été conçu dans les années 1970 pour une mission précise, détruire les colonnes de chars soviétiques qui auraient franchi le corridor de Fulda. L'entreprise qui l'a construit n'existe plus. L'Union soviétique a elle aussi disparu, mais le Warthog est toujours là et continue de voler. Une machine qui a survécu à l'adversaire pour lequel elle avait été conçue, ce que le marketing appellerait sans doute une remarquable durabilité de marque. Cette année, l'ADIX est devenu l'un des appareils les plus remarqués de la guerre. Il faut d'abord s'intéresser à son canon, car tout l'avion a été conçu autour de cette arme. Le GOU 8 Avenger est un canon Gatling de 30 mm à 7 tubes, capable de tirer environ 3900 obus par minute. Il est si imposant que le fuselage a été conçu autour du canon, et non pour recevoir un canon dans une cellule déjà existante,
Ici, c'est pas l'avion qui transporte le canon, c'est plutôt le canon qui s'est trouvé des ailes. Le canon est légèrement décalé par rapport à l'axe central afin que le tube en train de tirer soit précisément aligné sur l'axe de l'appareil. Le pilote est installé dans une cellule blindée en titane. Les commandes de vol disposent de plusieurs niveaux de redondance au point que l'avion peut encore revenir à sa base après avoir perdu une partie de sa structure, ce qui s'est déjà produit pendant ce conflit. Une conception fondée sur un principe très pragmatique. Tant que tout n'est pas encore tombé, la mission n'est pas terminée. L'une des capacités les plus précieuses de la DIX n'est peut-être pas la plus spectaculaire, mais elle demeure particulièrement importante. Sa capacité à patrouiller pendant une longue période, le CENTCOM l'a lui-même souligné dans sa publication. La DIX peut rester au-dessus d'une zone de combat pendant plusieurs heures, en attente et prêt à exécuter une mission dès que nécessaire. La patience est une vertu, surtout lorsqu'elle est accompagnée d'un canon J-A-8. Cette capacité convient particulièrement bien à la traque des réseaux logistiques des milices dispersées dans l'est de l'Irak. Les cibles ne sont pas nécessairement des bases fixes dotées d'une piste et d'une tour de contrôle. Il peut s'agir de complexes, d'entrepôts ou de convois de Toyota Hilux. Le Toyota Hilux est très répandu dans les formations d'organisations terroristes partout dans le monde. Outre les moyens de transport, les cibles peuvent comprendre des pièces détachées, des mortiers, des munitions et des drones. Un modèle de véhicule qui s'est involontairement forgé une réputation internationale d'une manière que le fabricant n'a certainement pas mise dans sa brochure. De telles cibles ne sont pas nécessairement traitées uniquement par des avions à réaction rapide traversant la zone à 500 nœuds au cours d'une seule passe. Elles exigent une plateforme capable d'arriver sur place, d'y rester suffisamment longtemps, d'identifier ce qu'elle observe et de frapper précisément les objectifs qui doivent l'être. D'autres appareils peuvent également accomplir cette mission de manière très efficace. Les F-15 saoudiens possèdent d'importantes capacités. Des avions comme les F-35, les F-6 et les F-15E pourraient aussi avoir participé, même si les types exacts de chasseurs déployés ne sont pas encore connus. Toutefois, l'image de l'ADIX publiée par le CENTCOM avait clairement valeur de signal. Une photographie ne confirme rien, mais elle suffit à pousser bien des gens à vérifier l'état de leur toiture. Pendant l'opération Epic Fury, dans la première phase de la guerre, le général Dan Kane, président du comité des chefs d'état-major interarmés, avait déclaré lors d'une conférence de presse au Pentagone que l'ADIX participait au combat sur tout le flanc sud en traquant les vedettes d'attaque rapide iraniennes dans le détroit d'Ormuz. Il est remarquable que cet appareil aurait dû être retiré du service. Le Congrès américain a toutefois bloqué son retrait et exigé le maintien de 103 cellules jusqu'en septembre. Certains programmes de retraite sont reportés parce que l'employé reste encore trop utile et la DIX ne semble pas avoir reçu la permission d'accepter sa montre souvenir. Le 20 avril, le secrétaire de la force aérienne a ensuite annoncé que 3 escadrons continueraient d'exploiter la DIX jusqu'en 2030 afin de préserver la capacité de combat pendant que l'industrie de la défense accélère la production d'avions. Le maintien de la DIX en service jusqu'en 2030 constitue une évolution notable. Le Warthog a été conservé parce qu'il continuait de démontrer son utilité. Un rappel assez irritant pour toutes les présentations PowerPoint qui avaient déjà proclamé la fin de son époque. Une évolution qui pourrait ne pas recevoir toute l'attention médiatique qu'elle mérite est l'entrée de l'aviation royale saoudienne dans l'espace aérien irakien aux côtés des forces américaines. L'Arabie saoudite exploite le F, un 5SA. Avec le F, un 5EX, il s'agit de l'une des variantes de l'Eagle les plus avancées jamais produites. L'appareil est équipé d'un radar à antenne active à balayage électronique, de commandes de vol électrique et de 2 points d'emport supplémentaires par rapport à la plupart des anciennes versions du F-15. 2 points d'emport de plus, c'est la manière dont l'industrie aéronautique explique que les réserves peuvent parfois, elles aussi, transporter des explosifs. L'Arabie saoudite exploite également des typhoons et mène des opérations de combat au-dessus du Yémen depuis de nombreuses années. Sa participation actuelle n'est pas symbolique et l'Arabie saoudite n'est pas un partenaire qu'il faudrait forcer à prendre part à l'opération. Elle dispose d'une solide expérience du combat. Les pilotes saoudiens basés à Riyad sont des aviateurs de combat hautement qualifiés qui travaillent en coordination étroite avec le CENTCOM.
L'Arabie Saoudite se réserve également le droit de riposter de nouveau au moment et à l'endroit de son choix, puisque les milices irakiennes attaquent directement son territoire. L'expression « au moment et à l'endroit de son choix » apparaît rarement dans une invitation à une séance de médiation. Il s'agit d'une armée professionnelle qui agit selon des procédures établies et qui se tient maintenant aux côtés des États-Unis. Le fait qu'un partenaire du Golfe fasse preuve de détermination et déploie ses avions de combat avec les forces américaines constitue une évolution encourageante. L'un des principaux défis réside dans la séparation et la coordination des opérations. 2 forces aériennes, 2 structures de commandement, 2 ensembles de règles d'engagement et 2 cultures de communication radio partagent l'espace aérien d'un pays tiers, l'Irak, la nuit, tout en attaquant des cibles susceptibles de se déplacer. Un problème de coordination suffisamment complexe pour faire paraître soudainement simple n'importe quelle réunion administrative. Le déploiement d'appareils américains et saoudiens dans l'est de l'Irak au cours de la même nuit, contre des groupes de cibles distincts sans interférence entre les 2 forces, exige des années d'entraînement et de coordination. Cette relation ne s'est pas construite en une semaine, mais sur plusieurs décennies. Les États-Unis ont participé à de nombreux exercices avec l'Arabie Saoudite pendant des dizaines d'années. Grâce à cela, leur relation opérationnelle a atteint un niveau très élevé, qui se manifeste maintenant clairement dans leur confrontation avec l'Iran. Des années d'exercice ont finalement l'occasion de sortir des diapositives PowerPoint. L'Iran n'est toutefois pas un adversaire que l'on peut prendre à la légère. Il faut évaluer sérieusement ses forces et son dispositif militaire réel. L'Iran possède de nombreux bunkers ainsi que des centaines de sites pouvant servir à entreposer des missiles balistiques. C'est précisément cette capacité qu'il a utilisée. Il est possible que l'Iran n'ait pas prévu que ses forces mandataires deviendraient directement la cible de représailles. Le recours à des intermédiaires paraît toujours très pratique jusqu'au moment où la facture est envoyée directement au commanditaire. À l'heure actuelle, l'Iran tente d'affirmer qu'il ne négociera pas au sujet du détroit d'Ormuz. Il répète régulièrement cet argument. Pendant la pause tactique, il a continué à lancer des missiles balistiques. Une manière assez originale de démontrer sa bonne volonté pendant une interruption des hostilités. L'armée américaine semble maintenant avoir clairement indiqué par ses actions que le cessez-le-feu était terminé, tandis que les réseaux mandataires de l'Iran en Irak sont en cours d'élimination. La formulation employée par le CENTCOM est particulièrement révélatrice. Il parle de terroristes pro-iraniens directement dirigés par le corps des gardiens de la révolution islamique. Il ne s'agit pas simplement d'une relation, ni seulement d'un alignement, mais d'ordre direct. Lorsque le langage administratif retire toutes ces couches de protection, c'est généralement parce que la patience a, elle aussi, subi des compressions budgétaires. Pendant toute la durée de la guerre, l'Arabie Saoudite avait tenté d'éviter d'être directement entraînée dans un conflit avec l'Iran, même si elle combattait les Houthis. Elle a maintenant déployé des avions de combat au-dessus de l'Irak. Ainsi, Téhéran n'a pas seulement perdu un entrepôt. L'Iran fait maintenant face à une coalition qui commence à intensifier ses activités contre lui. Il s'agit d'une évolution majeure du conflit. Un entrepôt peut être reconstruit. Une coalition en formation est beaucoup plus difficile à démanteler. Une autre évolution concerne la construction, par les États-Unis et les Émirats arabes unis, de capacités militaires destinées à l'avenir. Le commandement central des États-Unis a annoncé que les États-Unis et les Émirats arabes unis créaient la première force opérationnelle militaire bilatérale consacrée à l'intelligence artificielle, appelée Task Force Talent Synapse. Même la guerre est entrée dans l'époque où les projets portent des noms de jeunes entreprises technologiques. Environ 20 spécialistes américains et émiratis de l'intelligence artificielle, des données et de la cybersécurité travailleront ensemble. Les Émirats arabes unis ont dû faire face à plus de 1600 drones iraniens lancés contre leur territoire. Les Émirats arabes unis ont recueilli toutes les données issues de ces attaques. Ces données peuvent servir à développer des systèmes d'acquisition de cibles par intelligence artificielle, de détection par intelligence artificielle et de nombreuses autres capacités destinées à contrer les essaim de drones iraniens. Envoyer 1600 drones contre un adversaire constitue aussi une manière très généreuse de lui fournir des données d'entraînement. Cette capacité découle de l'expérience réelle. Le fait que les Émirats arabes unis
collabore maintenant avec les États-Unis constitue un signe positif. La veille, deux dirigeants s'étaient également rendus à la Maison-Blanche, Benjamin Netanyahou d'Israël et le président Zelensky d'Ukraine. Benjamin Netanyahou a décrit la rencontre comme l'une des réunions les plus productives qu'il ait jamais eues avec un président américain. Les conséquences concrètes de cette rencontre restent à observer. Israël pourrait s'engager davantage ou rester temporairement à l'écart pour laisser la coalition des partenaires du Golfe jouer un rôle plus important. En politique, l'expression « réunion productive » est souvent une manière polie de signaler que beaucoup de choses se passent en dehors du procès-verbal. Dans le cas de Zelensky, le point le plus important est survenu après sa rencontre avec le président Trump. Il aurait rencontré des dirigeants de Lockheed Martin, mais il ne demandait pas la livraison de missiles. Il souhaitait plutôt obtenir une licence pour les produire lui-même. Il ne demandait pas davantage de poissons, mais directement les plans d'une canne à pêche équipée d'un système de guidage. Selon les informations disponibles, ce projet avait reçu une approbation préalable de l'administration Trump. Cela pourrait permettre à l'Ukraine d'améliorer sa capacité à contrer la Russie au moyen de missiles intercepteurs Patriot. Sur le plan de l'analyse stratégique, les appareils engagés dans l'opération liée à la 10 Warthog pourraient comprendre des F-15 américains et des F-15 SA saoudiens. Le cessez-le-feu a essentiellement été complètement neutralisé. À partir de maintenant, le conflit pourrait continuer à évoluer selon un cycle d'attaques et de représailles successives. Une horloge à balancier, sauf que chaque mouvement coûte plusieurs millions de dollars. L'Iran semble se rapprocher lui-même de nouvelles vagues de bombardements. Environ 20% des cibles en Iran n'ont pas encore été frappées et ont été laissées intactes. Ces 20% restants ressemblent moins à un geste de clémence qu'à un rappel encore inachevé. L'Iran choisit la voie la plus difficile et se place dans une situation où les États-Unis, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis pourraient devoir commencer à frapper d'autres infrastructures comme des ponts et des centrales électriques. Une autre possibilité serait d'armer les citoyens iraniens opposés au régime. Le largage de 100 000 revolvers de calibre 38 a déjà été évoqué comme une option. L'objectif serait de permettre à la population de menacer le corps des gardiens de la révolution islamique avec des armes de poing. Elle n'aurait pas nécessairement besoin de fusils. La simple possibilité que des citoyens possèdent des armes de poing pourrait obliger les membres du corps des gardiens de la révolution islamique à réfléchir avant d'entrer dans une maison et d'en arracher un occupant. Ils devraient savoir qu'ils risquent eux-mêmes de se faire tirer dessus. Cela pourrait devenir un facteur poussant le conflit vers une nouvelle phase. Dans ce scénario, les ADX Warthog, les F-15 et les F, un 5 SA pourrait mener des missions d'appui aérien rapprochées, en coordination avec des conseillers militaires et d'autres moyens aériens, afin d'aider la population iranienne à reprendre son pays. Un scénario dans lequel l'expression « soutien venu d'en haut » serait comprise au sens tout à fait littéral. Il ne s'agit pas d'une mission facile et l'objectif est particulièrement ambitieux. Il faudra suivre l'évolution réelle de la situation. Ce qui est désormais clair, c'est que les forces mandataires de l'Iran font enfin l'objet d'un avertissement direct. Elles ne sont que les bras et les tentacules du corps des gardiens de la révolution islamique. Et lorsque les tentacules deviennent trop visibles, la pieuvre peut difficilement continuer à prétendre qu'ils agissent de façon indépendante. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt